colonel Sacco, que vous nous avez mentionné, de l'état-major des armées, quel était son poste au sein de l'état-major? Si vous savez. Je ne sais pas, mais il faisait partie du bureau du chef d'état-major des armées. D'accord. Et vous nous avez mentionné avant la pause que lorsque vous étiez cantonné à Azito, vous avez fait des fouilles et des perquisitions. Vous avez mentionné 2 mosques. Est-ce qu'il y avait d'autres types de fouilles que vous avez effectuées à cette époque-là? Il y a des domiciles privés. De qui? Je ne sais pas, comment on dit, on n'avait pas l'identité de ces personnes-là, mais c'était le lieu qu'on nous indiquait. Et ces fouilles étaient où exactement? Dans quelle commune? Ça, pour. Et vous y allez comment? Si vous étiez en groupe ou individuellement ou... Les éléments qui étaient désignés, on n'allait jamais sur ça, on partait au moins à 4 personnes minimum. Et suite à ces fouilles, est-ce que vous savez s'il y a eu des plaintes par rapport à vos activités? Normalement, oui. Et c'est pour les 2 mosquées dont je parle, en tout cas, salle de la mosquée, bon, non plein en tout cas. Et suite à leur plainte, qu'est-ce qui s'est passé aux membres du GPP? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Rien ne s'est passé en tout cas. Vous nous avez mentionné que le chef d'état-major, Philippe Mangou, vous aviez donc délocalisé à Azito. Comment savez-vous que c'est lui qui vous a délocalisé? Le jour de notre départ de Marie-Thérèse, je dis que d'abord on avait eu précédemment on avait déjà eu des affrontements avec les syndicats des transporteurs de la Djamé. Et moi qui a suivi aussi, on a eu un affrontement avec les éléments de l'école de certains policiers. Si on nous avait demandé de quitter ces lieux-là pour aller à Azito, qui était vraiment en pleine brousse, nous on a refusé de quitter les locaux. Donc les policiers étaient venus pour nous déloger par la force. Parce que le maire même de la commune d'Adjamé, comme il a dit, c'est Issou Silla qui était un maire du RDR, lui mettait hostile à notre présence. Donc suite à l'affrontement entre nous et les policiers, le général s'est rendu à notre base à Marie-Thérèse, il a insisté à ce qu'on aille à Zito. C'est en sa présence, c'est lui-même qui nous a dit ça de vive voix. Et c'est là qu'on a accepté de localiser. Je m'excuse, je regardais le nom du maire d'Adjamé. Je ne pense pas qu'on l'a eu sur les notes. Pouvez-vous le répéter? Issouf Silla, Y-O-U-2-S-O-U-F, Silla, S-Y-2-L-A. Bon. Et pouvez-vous nous dire combien de temps à Azito? À Azito.
Nous sommes restés à Zito en novembre 2006. Et un incident par un policier en civil, environ de cantonnement, et un incident tout depuis les éléments qui étaient des gardes. Je crois qu'il a été désarmé, même donc il se rend compte que c'est le policier. Il logeait aussi au camp, dans le village plutôt. Les habitants du village sont révoltés. Il faut dire que souvent, comment on dit ça, on rançonnait souvent la population halogène qui résidait dans le village, commerçants, qui on partait prendre souvent des vivres additionnels lorsque celles qu'on devait recevoir avaient du retard. Donc, c'était le cumul de tous ces frustrations à l'encontre de la population qui a explosé. Il y a eu des affrontements de la population. Par la suite, les autorités militaires ont procédé à notre extraction. L'école de gendarmerie et l'école nationale de police. Alors, lorsque vous dites extraction vers l'école de gendarmerie et l'école de police, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, ça. Bon, c'était les unités de la police et de la gendarmerie qui sont venues nous interposer entre nous la population. Oui, ces deux lieux. Et une fois qu'ils vous ont conduit à ces deux lieux-là, que s'est-il passé? Est-ce que vous êtes resté là ou vous avez été cantonné ailleurs? Nous sommes restés là, fin novembre. Nous avons été opérés. Ceux qui étaient à l'école de police sont restés un peu plus que nous. Nous sommes déportés sur Fort-Boué, précisément à Nani, une ferme désaffectée. Nous étions cantonnés provisoirement. Vous, personnellement, à quelle école est-ce que vous avez été mené? À l'école de gendarmerie. OK. Et combien de temps est-ce que vous avez passé là, à peu près? Un mois. Et pendant ce mois, à l'école de gendarmerie, qu'avez-vous fait là? Pendant ce mois, on faisait des exercices militaires. On était sous la supervision des sous-officiers. Sous-officiers. De notre encadrement. Et ces exercices militaires, ces entraînements, est-ce que d'abord vous êtes passé par un concours quelconque? Non, non, non. En fait, lorsque il y a eu l'affrontement, d'abord, mesure, je pense que c'était d'abord pas mesure, d'abord de prévention, parce que sur le champ, quelle est la réaction qu'on pourrait avoir si sur le champ, ils nous laissaient repartir? Est-ce qu'il n'y allait pas encore avoir une suite encore à ces affrontements, puisque nous, on a certains de nos frères de l'âme qui sont morts ce jour-là. Donc, est-ce qu'il n'y allait pas avoir une suite à ces affrontements-là? Et puis, ils avaient voulu aussi nous réinsérer, mais il y a eu une divergence entre les autorités militaires et nos responsables, Jeff et Zegen, qui ont demandé à être rémunérés, avoir une compensation financière avant de nous laisser intégrer
dans les forces de défense et de sécurité. Donc, les autorités n'ont pas accepté parce qu'ils ont dit que pour eux, c'était une faveur. Ils nous faisaient et non inverse. Et là, on nous a littéralement chassé même. Parce qu'au début, on faisait et non inverse. Et là, on nous a littéralement chassé même. Parce qu'au début, on avait refusé de sortir parce qu'on voulait forcément être intégré. Parce que c'est ce que nous, on avait déjà en tête. Ça, Intéresse en plus de détails plus tard, mais pendant la période des élections de 2010-2011, est-ce que vous pouvez simplement, pour finir ce chapitre sur les bases du GPP, où est-ce que vous étiez basé, donc disons à partir de l'été 2010? En 2010, les bases du GPP, c'est quand une base qui était dans les locaux de l'hôtel Palm Beach à Vridi. C'est un hôtel qui appartenait à un ancien député du PDCI, en bordure de mer. Et la base de Yvon-Sable avait aussi la base d'Adiamé aussi. Et la base de Pronto aussi à Agnaman. C'est les principales bases. Vous avez dit l'hôtel Palm Beach à Vridi Pobwe. D'accord. Okay. Comme je l'ai dit, nous reviendrons sur 2010 tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais passer à un autre sujet. Vous nous avez parlé de la FECHI tout à l'heure. Est-ce que vous, personnellement, vous étiez membre de la FECHI? Non, non. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu s'il y avait une relation entre le GPP et la FECHI, en commençant au moment de la création du GPP en 2003? Non, il n'y a pas de relation particulière, mais seulement que la FECHI était un mouvement étudiantin scolaire qui était aussi, qui recevait aussi des institutions même comment se dit, de la Gracie patriotique aussi, parce que la majorité des membres de la Gracie patriotique étaient des anciens soit militants ou soit dirigeants de la FECHI. Et le JPP aussi fait partie des mouvements aussi affiliés à la Gracie patriotique. La FECHI était un mouvement étudiantin scolaire, mais qui avait une coloration plus FPI. C'est les idéaux du. Your Honours, Maître Shea, Monsieur le Président, je crois qu'il y a un petit problème. Je ne sais pas si on peut trouver une solution. C'est concernant la manière dont le témoin s'exprime. Évidemment, chacun a sa façon de s'exprimer et il serait peut-être difficile de trouver une solution, mais je me demande si Monsieur Demirjian ne pourrait pas suggérer au témoin de faire des pauses lorsque le témoin donne des réponses assez longues, car dans presque chaque réponse, il y a des passages que je ne saisis pas et je soupçonne que ce soit le cas également pour les interprètes. Je ne suis pas tout à fait sûre. Monsieur Demirjian, je ne sais pas si c'est le cas... Pardon, c'est le président. Je ne sais pas si c'est le cas des interprètes, mais je le sais d'après d'autres sources. Monsieur le témoin,
Vous avez compris ce qui vient d'être dit. Nous ne sommes pas tous francophones. Donc, je vous demande de bien vouloir faire un effort, si vous le pouvez, de vous exprimer clairement et d'articuler chaque mot, car autrement, nous risquons de perdre certains passages de vos réponses. Le procureur, allez-y. Donc, je vais me répéter alors. Pas cette fois-ci, mais s'il y a besoin, on vous demandera de répéter. De toute façon, en français, dans les notes sténographiques, il n'y a pas trop de problème. S'il y a un problème, je vous demande de clarifier. Vous nous avez dit que la FECHI était un mouvement scolaire qui avait une coloration plus FPI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vu que les étudiants qui étaient membres de la FECI épousaient les idéaux. Les étudiants qui étaient membres de la FECI épousaient les idéaux, la vision politique du FPI. Donc, ces étudiants-là, cette organisation estudiantine-là, soutenaient. Et pouvez-vous nous expliquer par quels moyens la FECHI appuyait, comme vous disiez, le FPI? Déjà, au niveau dans l'éducation, puisque c'est à l'école que sont censés être formés les futurs cadres, les leaders de demain. Donc déjà, c'est déjà, comment on dit, une école politique déjà, être déjà membre de la FECI déjà, ça vous déjà introduire un cercle déjà, puisque la plupart des anciens dirigeants, des membres des bureaux politiques de la FECI, avaient certaines entrées déjà dans la haute sphère politique, dans la haute sphère du pouvoir, avaient aussi déjà assuré en tout cas, de pouvoir quand même accéder à certaines fonctions, à hautes fonctions. Et tous ces mouvements-là sont la FECI et le JPP, et les responsables recevaient les instructions des membres de la Galaxie patriotique qui étaient aussi, soit, comme je l'ai dit auparavant, soit des ex-membres de la FECI, soit les anciens secrétaires généraux, dirigeants de la FECI. Est-ce qu'il y avait d'autres mouvements étudiants à part la FECI à cette époque? Alors, quand je parle d'époque, je vous parle des années 2000. Par la suite, je ne sais pas si c'est pas en 2010, il y a eu la naissance d'un autre mouvement, je pense que c'est en 2010, qui a occasionné même des affrontements entre ces nouveaux syndicats-là et la FECI, dans certains établissements supérieurs. C'est un syndicat des étudiants des grandes écoles, c'est-à-dire c'est un nouveau syndicat qui était né, qui avait une vision et des idéaux diamétralement opposés en tout cas aux choses, ceux de la FECI. Ça a occasionné en tout cas des heurts dans un établissement supérieur. Est-ce que, juste pour que je comprenne là, est-ce que tous les étudiants au sein des universités faisaient partie de la FECHI? Non, non, non. Pas tous les étudiants. Seulement que lorsqu'il y avait des mots d'ordre, par exemple de grève ou une cessation des cours qui venaient de la FECI,
tous les étudiants et les enseignants étaient obligés d'obtempérer. Les membres de la FESI se rendaient dans ces établissements-là et procédaient à l'évacuation manu militari des étudiants. Et y avait-il à votre connaissance des situations où certains étudiants qui n'étaient pas membres de la FESI refusaient de suivre ces mots d'ordre? Oui, ça arrivait souvent. Ça arrivait souvent. Et souvent, il y a des étudiants qui refusaient de, 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 de suivre ces mots d'ordre-là, soit de grève ou bien soit de station de cours. Donc, une fois qu'il se fait tabasser, si c'est un cas qui se fait tabasser, en tout cas, il y avait affrontement. Quand la police était obligée d'intervenir. Et comment savez-vous qu'il y a eu ce genre d'affrontement? Il faut dire qu'il y avait des éléments parmi nous, GPP qui étaient en même temps aussi des étudiants, qui étaient aussi, parce qu'il faut dire que la FESI, ce n'est pas forcément à l'université, il y a dans les lycées et collèges aussi. Voilà, donc il y a des anciens de la FESI qui étaient dans nos rangs, ou qui étaient simultanément en même temps dans de la FESI et du GPP. Des échanges. Et nous aussi, on assistait des échanges. Et nous aussi, on assistait aussi souvent, bien vrai qu'on n'était plus sur les bancs, mais on voyait quand même, tu vais souvent dans les journaux aussi. Il y a eu plusieurs, on dit, je ne peux pas donner des périodes particulières parce que c'est des choses qui arrivaient quand même un peu, et pas du couramment, mais quand même souvent. Qui arrivaient souvent. Des mots d'ordre, soit pour des revendications quant aux conditions dans les campus universitaires, ou bien soit par rapport à des réclamations autres. En tout cas, lorsque les membres du bureau national de la FESI jugeaient que les droits des élèves et étudiants étaient lésés, ils recouraient à des mots d'ordre de grève. Et souvent court, souvent long, ça dépendait de l'avancée des négociations qu'ils avaient par la suite avec les autorités. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire, durant ces années, puisque vous venez de nous dire que vous avez des éléments du GPP qui étaient aussi des étudiants au sein de la FESI, est-ce que vous savez comment la FESI était financée? D'abord, ma connaissance en tout cas, d'abord au niveau des différents ministères des tutelles qui étaient le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il y avait les subventions. Les membres du bureau national, soit des sections, soit dans les draines et les directions régionales, l'éducation nationale, recevaient des subventions. Et aussi, puisque je dis, ils étaient des canaux d'expression des idéaux et recevaient des aides aussi.
autorité. Lorsque vous dites de certaines autorités, est-ce que vous avez un exemple concret ou une personnalité? Comme je l'ai dit auparavant déjà, les membres de la galaxie patriotique étaient même des anciens membres ou des anciens dirigeants de la FECI. Donc, étant dans des personnalités politiques ou soit des cadres, au cadre de l'administration, donc le bureau national qui était d'actualité était comme leur filleul. Donc, il s'adressait directement à ceux-là parce qu'ils avaient des besoins particuliers. Est-ce que vous connaissiez des membres prominents au sein de la FECI, soit des secrétaires généraux ou bien des adjoints? Personnellement, je veux dire. Personnellement, celui que moi j'ai côtoyé personnellement, c'était aussi secrétaire général adjoint chargé des affaires sociales ici, pendant le mandat de Justin. Secrétaire général de la cité, la résidence universitaire de Adjamé. Alors, le nom que vous avez dit, le premier, c'était Gossé. Oui, Gossé. Est-ce que vous pouvez l'épeler, s'il vous plaît? G-O-2-S-E. Y a-t-il un prénom? Non, son prénom. Monsieur le Président, comme le disait tout à l'heure, Maître Bougnon. le témoin devrait parler lentement parce qu'il a dit secrétaire général adjoint. Je pense que l'interprète n'a pas entendu. Secrétaire général adjoint de quoi? Je pense qu'il avait... Ça n'a pas été retranscrit. Il a dit que Gossé était le secrétaire général adjoint de la FECI, chargé des affaires sociales. Et juste pour que je comprenne un petit peu, c'était secrétaire général adjoint, vous avez dit au temps de Augustin Mian. Oui, oui. Et donc, il était à quel niveau? Il était dans le bureau national. Bureau national. Vous avez dit qu'il y avait aussi le secrétaire général de la cité universitaire Adjamé, c'est ça? Oui, Adjamé. Et de qui s'agit-il? On l'appelait Fantôme. Son nom à l'état civil, mais on l'appelait Fantôme. Et pouvez-vous juste nous préciser durant quelle période est-ce que vous les avez connus? Donc commençons par Gossé. La période 2009-2010. Lorsque j'ai commencé à travailler plus étroitement avec Boiseau. Et Fantôme, durant quelle période aussi? C'est la même période parce que Fantôme, la cité universitaire est non loin de notre base nationale à Djamé. C'est à ce moment-là qu'à partir de 2009, j'étais basé à Djamé. On se côtoyait quand même. C'est souvent. Une fois que vous étiez basé à Djamé, vous venez de le mentionner, est-ce que vous étiez toujours soldat ou avez-vous un rang particulier? Non, avant de venir à Djamé, déjà, il y a commandant de
et la commune de Treichville. La commune de Treichville. Parce que je suis venu à Djamé, j'ai secondé maintenant Boiseau, puisque Boiseau était le président du GPP, mis comme chef des opérations, et ensuite chef d'état-major adjoint. Comme je dis, Boiseau était président du GPP, mais était en même temps aussi, on appelait aussi, il avait le grade aussi des généraux au sein du GPP. Donc, à Djamé, dans quelles circonstances est-ce que vous aviez, bon, que vous connaissez, comment avez-vous connu le général Fantôme? Comme je l'ai dit, la cité universitaire n'étant pas éloignée de notre base nationale qui était à Djamé. Et qu'il y avait aussi des éléments résidant à la cité, et aussi des éléments JPP. Et que souvent, on s'asseyait ensemble, on discutait ensemble, soit on partait prendre, soit manger ou bien prendre un pot ensemble en tout cas. Et par la suite, comme je dis, plus tard, en 2010, on a procédé à l'exercice, on a initié quand même au maniement d'armes à une certaine. Alors, qui exactement est-ce que vous avez entraîné au maniement des armes? Les étudiants de la FICI, des jeunes aussi, qui venaient des différents mouvements patriotiques, des jeunes qui venaient de l'intérieur, des nouvelles aussi recrues, les jeunes patriotes, les jeunes volontaires. Parce que comme donc il est dans les formations de forces et de sécurité, tantôt dans les formations de forces et de sécurité. Ce modèle-là, on a eu ce modèle-là à partir de septembre, et en prélude aux élections. Force nouvelle essaie de reprendre le pouvoir par la force comme ils l'ont fait en 2002. Donc on devait préparer les jeunes déjà, puisque le temps, lorsqu'ils rentreraient dans les différents bataillons pour la formation même commune de base, la formation militaire, ils disposeraient de demander un temps vraiment réduit. On va déjà aller apprendre les bases, puis j'allais maintenant. À partir de quand est-ce que cette formation a débuté? Déjà, comme il a dit, à partir de septembre déjà, le coup était déjà passé. C'est après le deuxième tour, peut dire en novembre, que les exercices-là ont commencé vraiment à être faits. Et déjà dès octobre, déjà même, notre centre d'instruction, puisque là-bas c'était clôturé, à l'abri des regards des autres de la population. Déjà, on avait déjà commencé nous-mêmes les entraînements. Et de novembre, là, il y avait l'affluence même de l'intérieur. Là, on ne peut plus vraiment, là, on peut plus le cacher parce que là, il y a tellement de monde. It's twice inaudible. Président, c'est tout à fait inaudible. Novembre, on ne sait pas. Après, on n'a plus de traduction. 2 fois inaudible dans une phrase.
J'ai dit que c'est après le premier tour déjà. Après le premier tour, donc au mois de novembre, les exercices militaires là commençaient à être effectués. Nous déjà, en octobre, déjà, nous on avait déjà commencé les entraînements au niveau du centre d'instruction, parce que là-bas, l'endroit est clôturé, la clôture est assez grande, et puis à l'abri des regards des populations. L'endroit qui est clôturé était où? Dans quelle commune? Ça, c'est le camp de Yopougon-Sable, qui était aussi notre centre d'instruction. Et de qui venaient les instructions pour former ces jeunes de la FESI? Au mois de septembre, d'abord, il faut dire qu'au mois de septembre 2010, nous avons effectué une marche de protestation, une marche pacifique, parce que on n'avait pas encore reçu les indemnisations qui avons été promis dans le processus de démobilisation et de désarmement. Donc, les élections approchaient et on savait pertinemment que, forcément, si des élections y résultaient vraiment des affrontements, on allait vraiment nous faire appel. On n'allait pas refuser aussi parce que on était déjà acquis à la cause du pouvoir en place, mais n'empêche qu'on devait recevoir ce qui nous avait été promis. Donc les rumeurs dans nos seins couraient que Oiseau avait reçu déjà des indemnisations et utilisait cet argent-là à ses propres fins. Donc il fallait faire quelque chose d'officiel pour en même temps rassurer les éléments et puis aussi s'assurer aussi que les fonds n'avaient pas été détournés aussi. C'est en ce sens-là qu'on avait initié cette marche pacifique-là. Qui devait se poursuivre jusqu'au palais présidentiel. Et par la suite, l'un des membres de la Galaxie patriotique à Wastalone, venu de la base à Djamé, avec un message qui disait provenir de M. Charles Blé-Goudé. Et il nous demandait de nous tranquilliser, de nous rassurer que le président avait été informé de nos doléances et le processus allait se tenir. De s'apprêter à faire des séances d'instruction militaire, préparer les jeunes patriotes, les jeunes aussi qui allaient venir des mouvements patriotiques comme jeunes du COGEP, ou aussi des jeunes de la jeunesse FPI par exemple, qui allaient venir vers nous, qu'on allait former avant les élections. Parce qu'il allait y avoir un mot d'ordre officiel, mais à ce moment-là déjà, il faut que ces jeunes soient déjà opérationnels. Et avant que le mot d'ordre officiel soit lancé, il faut que ces jeunes, ces premières vagues déjà soient déjà formés, déjà aptes, déjà servis dans la main régulière. Alors tout d'abord, vous nous avez dit qu'il y avait des rumeurs qui couraient comme quoi Boiseau avait reçu des indemnisations. Alors tout d'abord, à cette époque-là, est-ce que cela était vrai qu'il recevait des indemnisations? Non, ce n'était pas vrai. Pas vrai. Il recevait juste le minimum pour pouvoir assurer la nourriture des éléments qui étaient de permanence à la base, puis les frais généraux. Voilà. Mais ça n'avait rien à voir avec les indemnisations.
toujours au mois de septembre 2010, hein, vous disiez qu'il recevait le minimum, hein, pour assurer la nourriture, etc. Il recevait ça de qui? Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il adressait, comme on a dit là, il adressait un courrier au secrétariat de la première dame. Et Boiseau m'a rapporté. On m'avait demandé de préciser. Et par la suite, il recevait l'argent. Parce que lui-même, il était déjà connu de l'autre, puisque il était membre, comme il a dit, il était membre du FPI aussi. Parce qu'il adressait cette demande-là, il recevait, il avait des retours favorables. Can I just... Le président, j'aimerais juste vous demander de plutôt dire il, lui, eux, donner des noms propres, plutôt que de toujours référer à ces gens avec des pronoms. Sinon, le transcript va être illisible. Merci. Alors juste pour clarifier, lorsque je vous ai posé la question qu'il recevait le minimum pour assurer la nourriture, etc. du GPP, on parlait de... Boiseau Yokoyoko. De Boiseau. Vous avez mentionné... Excuse me, the question. Président, 1 minute. D'abord la question, ensuite la réponse. Sinon, ce n'est pas capté sur le transcript. Monsieur le témoin, attendez que la personne qui vous a posé la question ait fini sa question avant de répondre. Merci. Il faut vraiment faire une petite pause de quelques secondes, peut-être compter jusqu'à 5 mentalement avant de répondre à ma question. Vous avez mentionné un membre de la galaxie, Aowa Stallone. Oui. Savez-vous quel était son rôle au sein de la galaxie ou bien de quelle organisation faisait-il partie? Non, je ne sais pas quel était son rôle au juste. C'était l'un des proches de Chablé Goudé. Il faisait partie des membres influents de la galaxie patriotique. C'était un regroupement des leaders de jeunesse proches. Vous avez dit qu'il est venu sur la base d'Adjamé avec ce message dont vous nous mentionnez. Donc, lorsque Aowa Stallone est venu à la base, étiez-vous là? Oui. Vous avez dit qu'il est venu sur la base d'Adjamé avec ce message dont vous nous mentionnez. Donc, lorsque Aowa Stallone est venu à la base, étiez-vous là? Oui. Avez-vous pris part à la discussion? Je suis entretenu avec Boiseau. J'étais là à son arrivée. C'était la teneur de la conversation. Vous avez dit que vous étiez là. Est-ce que vous avez entendu une partie de la conversation ou toute la conversation? C'est lorsqu'il est arrivé, il a demandé à voir Boiseau. Et il avait un message pour lui. Donc, moi, j'ai pas... En fait, je ne me suis pas, puisque en ce moment-là, j'avais d'autres choses à faire, mais ensemble, quand elle est venue, même, il a apporté aussi, il nous a apporté, par la suite, il nous a fait venir du riz, et aussi une somme d'argent qu'il a remis à Boiseau. Il a dit que c'était un message d'apaisement d'abord, par rapport à la marche qu'on avait effectuée, nous rassurer qu'on avait été entendu en haut lieu et nous donner des instructions quant à la marche à suivre pour les événements politiques à la suite.
Tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de Aowa Stallone, vous avez dit qu'il vous a demandé de vous tranquilliser et que le président était informé de vos doléances. Oui. Alors, juste pour clarifier, de quel président s'agissait-il? Le président de la République, M. Gbagbo. Puisque lorsqu'on a fait la marche, le but était d'aller à palais présidentiel. Mais en ce moment-là, le président était à Yamoussoukro. Et il y avait les unités de la police qui nous avaient interceptés, dispersé nos éléments, pour nous rassurer. On avait été entendu et que le but de la marche avait été atteint puisque le président avait été informé de cette marche-là et des raisons poussées à l'organiser. Et donc, qui vous a fait part de la teneur de cette conversation entre Boiseau et Aowa Stallone? C'est Boiseau lui-même, mais comme il a dit, l'arrivée, c'est moi qui l'ai reçu et qui l'ai introduit auprès du Boiseau. Mais comme il dit, je ne suis pas resté qu'à la conversation. Moi, je l'ai laissé chez Boiseau, j'ai allé dans la pièce qui nous servait de bureau. Combien de temps après cette conversation est-ce que Boiseau vous a fait part de la teneur de cette conversation? Après que le monsieur Aowa Stallone se soit retiré, Boiseau a mis un message afin que moi aussi je transmette aussi aux autres. Je m'excuse, je retourne à votre réponse de tout à l'heure. Et donc, vous dites aussi que il nous avait demandé de s'apprêter à faire des séances d'instruction militaire pour préparer les patriotes. Est-ce bien ça? C'est ça. Est-ce que vous l'avez fait? Oui, oui. Parce que par la suite, on a reçu des jeunes qui venaient des différents mouvements patriotiques, comme les jeunes même que nous on avait recrutés aussi à nos seins, les jeunes recrutés du GPP, soit des jeunes la jeunesse du FPI, soit du COGEP, soit des jeunes qui appartenaient à des mouvements patriotiques qui se reconnaissaient le pouvoir en place. Alors, quel genre d'entraînement est-ce que vous avez fourni à ces jeunes? On les formait au maniement d'armes, de guerre, d'armes de guerre, exercices physiques. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle militairement l'ordre serré, c'est-à-dire on a aussi ce qu'on appelle militairement l'ordre serré, c'est-à-dire les différents comportements au sein du camp, la discipline militaire, différents langages. Et pouvez-vous nous dire sur quelle période s'est étalé cet entraînement? La période s'est étalée jusqu'en décembre. C'est en décembre que les jeunes ont été intégrés dans les camps de défense et de sécurité afin de suivre la formation commune de base de l'armée. Donc jusqu'en décembre. Combien de jeunes ont été formés
de cette façon? Il y a les 600 jeunes. L'affluence était encore, l'affluence était encore plus, mais il y avait au moins 600 jeunes comme moi, minimum. Et qui étaient les formateurs? Les formateurs, j'en faisais partie avec certains des anciens éléments du JPP. Pour le maniement des armes, est-ce que vous aviez des... Combien d'armes est-ce que vous aviez pour les former? On avait les pistolets automatiques. Les pistolets automatiques AK-47. AA-52, c'est une pièce montée avec des maillons. C'est les armes qu'on fait souvent. On pose en batterie, qu'on met souvent sur des pick-up. On apprenait ces armes-là. Il devait avoir les bases nécessaires parce que la formation, comme on nous avait déjà précisé, le temps de formation allait vraiment être réduit. Et normalement, la formation commune de base, c'est 45 jours. Mais après aussi, il y a une formation théorique qui doit suivre. Donc le temps est vraiment court. Il fallait qu'il niveau pratique, on ait déjà le minimum au moins. Et quelques lacunes en soient comblées et puis on les met à disposition de la. Maintenant, pour cette formation, est-ce qu'il y avait besoin de ressources financières? Oui, d'abord au niveau de pour les fiches pour le service national de l'état-major, on a demandé visite médicale y compris. On a demandé on a 20 000 francs par élément. Et nous, on prenait 30 000 francs, 10 000 francs qui nous servaient à déjà assurer la nourriture, la place et d'autres besoins nécessaires. Et ces 30 000 francs venaient de qui? Ces 30 000 francs, c'était chaque élément, chaque personne, chaque recrue qui venait avec cette argent. Il y avait 10 000 francs pour nous et 20 000 francs qu'on remettait au service national des armées qui servait pour faire des visites médicales et d'autres. Qui gérait cette gestion des fonds? Les fonds là, c'est Boiseau. Moi, il y avait un des officiers du GPP, celui qui était chargé du renseignement et des archives. C'est lui qui était officiellement qui gérait avec les éléments de l'intendance, qui réceptionnait les fonds, puis qui le mettait à Boiseau. Comment s'appelait-il, cet individu? Hachi Gaudens. Hachi, A-C-H-I, Gaudens, G-A-U-D-E-N-S. Avait-il un alias? Oui, ça appelait chef mémoire. J'aimerais qu'on fasse un petit retour dans le temps, puisqu'on parle de financement. Plus tôt, vous nous aviez mentionné qu'en 2003, lorsque Grosguet avait créé le GPP, il recevait des fonds de Charles Légoudet. Pouvez-vous nous dire comment vous savez cela et comment il recevait ces fonds? Il a dit qu'il y avait eu des éléments de sa garde rapprochée qui m'ont fait part de cela, qui m'ont dit qu'il partait avec le président Grosguet pour rencontrer Chablé. M'ont fait part de cela, qui m'ont dit qu'il partait avec le président Grosguet pour rencontrer Chablé Goudé pour pouvoir recevoir des fonds.
J'ai nommé Baït Tapé Donald et Nyaka Auré Michel. Et est-ce que vous savez où Charles Grosguet allait pour recevoir ces fonds? On ne m'a pas précisé. On ne m'a pas précisé. Et savez-vous à quelle fréquence est-ce que Charles Grosguet allait recevoir des fonds? Est-ce que, à votre connaissance, Charles Blégoudet était la seule source de financement du GPP? Non, parce que étant un groupe paramilitaire, souvent, nos dirigeants aussi, des fois, s'en référaient souvent aussi au ministre de la Défense, qui était en fonction. Donc, sinon, parlons de 2003. Est-ce que vous vous rappelez qui était le ministre de la Défense à cette époque-là? 2003, je pense que Miskade Bertinsi. D'accord. Et est-ce que vous avez appris, est-ce que vous avez des exemples de situations où Grosguet allait rencontrer le ministre de la Défense? Parce qu'en ce moment, il faut dire qu'en ce moment, moi, avec le galon que j'avais, je ne peux pas faire certaines informations. J'étais exceptionnellement, sinon vraiment, bon, ce n'était pas dans mes préoccupations de savoir aussi, de suivre ces mouvements aussi. Et juste comme vous avez fait seulement cas de la conversation que j'ai eue avec Témoin de Sagad, ce n'était pas une préoccupation particulière. Juste un petit instant, s'il vous plaît. Je vous ramène donc dans le temps en 2010. Tout à l'heure, vous nous avez dit que pour recevoir le minimum, Boiseau adressait un courrier au secrétariat de la Première Dame. Alors, vous avez dit ensuite qu'il recevait des retours favorables. Comment savez-vous cela? Lorsqu'il recevait, j'obtenais gain de cause, il m'en informait, mais soit si on avait des besoins, il remettait de l'argent à l'intendance pour la nourriture, pour les besoins des éléments qui étaient les permanents. Parce qu'il y avait gain de cause, il m'en informait. Monsieur le Président. Maître Bougnon. Monsieur le Président, on a toujours le même problème avec le transcript. Il y a beaucoup de phrases où il y a fin de l'audition inaudible, fin de l'audition inaudible. Je pense que ça nous sera très difficile après dans le cadre comment on appelle, de notre interrogatoire. Et puis, deuxièmement, on n'a vraiment pas, mon confrère, mon contradicteur, mon excuse, mais on n'a toujours pas le cadre temporel. Ce qui fait qu'on vogue souvent en 2010, après on revient en 2005. Généralement, on ne sait pas à quelle période on se trouve vraiment. Le président, je ne peux mieux faire que de répéter ma demande auprès du témoin qu'il s'exprime plus clairement. Je comprends que c'est assez difficile. Monsieur Demirjian, depuis quelques minutes, il n'y a pas eu mention de mots inaudibles. Le président, si, il y en a eu plusieurs. On voit incompréhensible. Dans la version anglaise, on voit inaudible, incompréhensible, etc. à plusieurs reprises. Donc, je réitère ma demande. Monsieur le témoin, je vais devoir vous interrompre peut-être de temps en temps afin de vous demander de parler plus clairement, s'il vous plaît.
Alors, vous venez de nous mentionner que lorsqu'il y avait gain de cause, Boiseau vous en informait. Alors, la question que j'ai, c'est pourquoi il s'adressait à la première dame pour recevoir ces fonds? Sorry. Maître Hocher, il ne s'agissait pas de la première dame directement, mais plutôt le secrétaire de la première dame. Il a dit qu'il s'adressait au secrétariat. Alors la question c'était pourquoi? Bon, d'abord, comme je l'ai dit, le GPP était une organisation qui était là pour assurer, on dit, était là pour s'assurer à ce que le pouvoir en place ait une résistance au niveau de sa jeunesse. C'est-à-dire, depuis la création du GPP, c'était au départ faire face à la rébellion. Donc, c'était du camp du parti au pouvoir. Boiseau, qui était lui-même membre du FPI, bon, chacun, comme il a dit, le président avait un truchement direct, c'est-à-dire, quand il parlait des membres de la Galaxie patriotique, ils peuvent voir en temps de besoin, mais si il a ses entrées personnelles ou ses contrats personnels auprès des personnalités du pouvoir, il pouvait utiliser d'autres canaux pour avoir des ressources dont il avait besoin. Donc, je pense que c'est dans ce cadre-là. C'est pas le cabinet là, comme il a dit. Vous avez dit tout à l'heure s'il y avait des retours favorables. Est-ce qu'il y en a eu? Oui, souvent. Souvent, il y en a eu souvent. Pouvez-vous préciser durant quelle période? Au cours de... Voilà. D'abord pour l'année 2009. De 2009 jusqu'à 2010, il y a eu même 2 à 3 fois quand même. Il a sollicité l'aide de la première dame. Est-ce que vous êtes au courant des montants qu'il a reçus? Il y a une fois on a dit qu'il avait des retards de loyer. Il avait des retards de loyer, puis les éléments aussi. Des sommes, je crois que c'est ça. Le premier trimestre 2009. Premier trimestre 2009. Il avait des retards de loyer avec le propriétaire du local qui nous servait de bureau et puis de choses. Et là, il a reçu une aide de 500 000 francs. 500 000 francs CFA. Et les autres fois, est-ce que vous êtes au Non. courant des... Et est-ce que vous avez... The witness mumbles, so we don't. Le témoin murmure, grommelle un peu, enfin on ne sait pas très bien. Parce que ce qu'il dit, parce que de toute façon, il ne s'exprime pas très clairement. Pas? Il a dit que c'était dans. Il a dit que
c'est la fois, la fois où j'ai eu connaissance de la somme. C'est une somme de 500 000 francs que ça remontait au premier trimestre 2009. D'accord. Est-ce que vous savez comment ou dans quel format ces fonds étaient remis? C'était de l'argent en espèces. C'était de l'argent en espèces. Et seulement en espèces? Non, la somme, en tout cas, les 500 000 francs dont je parle, c'était en espèces en tout cas. Et les autres sources de financement que vous receviez, vous avez parlé par exemple de Charles Bégoudé plus tôt. Est-ce que c'était aussi en espèces ou en autre format? Oui, c'était en espèces. Est-ce que vous savez pourquoi c'était reçu en espèces? Vous nous avez parlé de la galaxie patriotique tout à l'heure et des membres influents au sein de la galaxie. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu quelle était cette relation entre la galaxie patriotique et les partis politiques au pouvoir? Les membres de la galaxie patriotique étaient des jeunes leaders d'opinion de la jeunesse qui épousaient les idéaux politiques du pouvoir. C'est-à-dire que c'était des porte-paroles au niveau de la jeunesse, et qui étaient chargés d'organiser la jeunesse lorsque le pouvoir demandait souvent avait besoin à ce que les jeunes ivoiriens qui étaient proches du pouvoir, qui se reconnaissant en ce pouvoir-là, soit sortent pour faire, soit peut-être barrage lors des manifestations, des rassemblements, des mots d'ordre du pouvoir. Donc, ces jeunes, ces leaders d'opinion-là, qui est rassemblé au sein de cette entité-là, qui émettait le mot d'ordre, soit des rassemblements, soit des sorties pour soit une marche, soit toute manifestation de la jeunesse. Monsieur le Président. Maître El Tit. Merci, Monsieur le Président. Et pardon de vous interrompre. Monsieur le Président, est-ce qu'il serait possible de savoir comment le témoin sait tout cela, puisqu'il n'est pas un expert des relations entre les partis politiques et les responsables de la jeunesse ivoirienne? Mr. Prosecutor. Le Président, Monsieur le procureur. Monsieur de Verdun, je demande tout d'abord au témoin de répondre à un certain nombre de questions et ensuite je lui demanderai quelle est sa source pour ces différents éléments. Mais si vous permettez. Alors à ce moment-là, la question doit être posée autrement. Elle est posée comme s'il était posé à un expert. Alors, monsieur le Président, veuillez poursuivre. Mais en effet, je crois qu'il faudrait en arriver assez rapidement à la source de ces différents éléments. Alors, monsieur le témoin, comment savez-vous, quelle est votre source d'information en ce qui concerne ces relations entre les membres de la galaxie patriotique et les partis politiques au pouvoir? Bon, moi je vais donner juste quelques exemples. Lorsque
lorsque, après les élections, il y a eu le mot d'ordre devenu officiel de ce que les jeunes devaient rentrer, venir, rallier le ministère de la Défense et l'état-major pour s'enrôler volontairement dans l'armée afin de faire face aux forces républicaines qui devaient venir réclamer le pouvoir. Ce sont les membres de cette galaxie patriotique-là qui ont lancé l'appel à la jeunesse. Mais l'appel à la jeunesse au profit du pouvoir pour venir faire obstacle à ceux qui voulaient déstabiliser le régime qui est en place, déstabiliser le gouvernement qui était en place. Donc ce n'est pas le président qui est venu s'est mis à la télévision pour demander aux jeunes de venir se faire enrôler afin de faire face militairement aux forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas aussi le président ni une autre autorité politique directe qui est venue lancer aussi le mot d'ordre aussi de bloquer les chars de l'ONU, par exemple. Mais c'était plutôt les membres de la galaxie patriotique qui ont émis ces mots d'ordre-là, mais dans l'intérêt du pouvoir. Juste pour clarifier, lorsque vous dites lorsque après les élections, vous parlez des élections de quelle année? Je parle des élections de 2010. D'accord. Maintenant, vis-à-vis... Excuse me, but I don't. Le président, un instant. Je ne pense pas que le témoin ait répondu à la question, à savoir quelle est la source de cette information. Oui, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous saviez cela? Donc cette relation, ce que vous venez de nous expliquer là, c'est qu'après les élections, le mot d'ordre est venu de s'enrôler non pas par le gouvernement, mais ce sont les membres de cette galaxie patriotique. Alors comment vous le savez ça? L'appel de demander aux jeunes de venir s'enrôler officiellement, Richard Blé Goudé l'a fait passer à la télévision. Demander lors d'un meeting, demander aux jeunes de venir et se rendre au ministère de la Défense, à l'état-major, pour se faire enrôler. C'était lors d'un meeting. C'était télévisé. Et moi, j'ai eu l'occasion aussi de côtoyer quand même certains leaders de la galaxie patriotique, dont Jean-Yves Diboupier, dont Damana Picasse. Donc, je savais que Damana Picasse, qui, par la suite, lors de la proclamation des résultats, qui a déchiré les résultats, d'abord même, son garde de corps personnel, même c'est un élément du GPP. Et quand même, il y avait quand même j'avais quand même des entrées auprès de lui. Dans la période, par exemple, mentionné lors de mon interview, il y a eu une période où moi j'ai reçu des armes de sa part. A fait en tant que membre de cette même galaxie patriotique-là, en tant qu'aussi proche aussi du pouvoir. Il représentait quand même à la CI, il représentait le FPI à la CI en tant que commissaire général de la CI. Quel était le nom de ce garde du corps de Damana Picasse? Pas son prénom, mais c'est
Kofi, son patronyme c'est Kofi, mais on l'appelait il avait le sobriquet des Chinois. Tout le monde le connaissait en tant que sur le sobriquet des Chinois. Je reviendrai sur cet épisode un peu plus loin. Maintenant, j'aimerais que vous nous expliquiez dans les 5 dernières minutes qui nous restent, pour ce qui est du GPP même. Est-ce que le GPP avait des relations, et là je parle entre 2009 et 2010, durant cette période, des relations avec des ministres du gouvernement? Oui. Comme je l'ai dit, lorsqu'il y a remaniement ministériel, je dis le GPP pouvait s'en référer au ministre de la Défense, ou des fois au ministre de la Sécurité même, pour des problèmes, puisque depuis la création du GPP, nous intervenons pas du temps que dans le domaine sécuritaire, en tant que supplétif aux forces de défense et de sécurité. Et même lorsque il y a eu la période de bicéphalisme à partir en 2008, par exemple, entre Séguin et Boiseau, la décision finale, c'est-à-dire que le règlement final de ce conflit-là, c'est réglé au cabinet du ministre Amani Nguessan. Il est obligé de convoquer les différents responsables, dont Séguin Boiseau et Jeff Ada, afin de trancher pour savoir au fait qui est-ce qui se portait garant des actions du GPP, qui est-ce qui devait être reconnu par l'autorité en tant que responsable premier du GPP. Et là, Jeff Ada et Séguin, officiellement, dit qu'ils passaient la main à Boiseau Yoko Yoko. Et lorsque, à la suite aussi, il y a eu les événements post-électoraux, juste après les élections, il y a eu changement de gouvernement, mais le nouveau ministre qui était Alain Dogou a eu une séance aussi avec Boiseau, pour savoir dans quel cadre collaborer plus efficacement avec le GPP. Nous avons demandé de créer une unité spéciale, c'est-à-dire d'abord les 50 éléments qu'on a testés pour voir au niveau de l'efficacité, au niveau de la discipline, s'ils pouvaient vraiment nous faire confiance à 100%, puis porter le projet un peu plus haut dans la politique, que ce soit une unité par entière comme le SECOS d'alors, comme la BAU, comme une chose, en vue de notre réinsertion. Donc cette unité-là même avait baptisé Légion ivoirienne de sécurité. Vous avez dit Légion ivoirienne de sécurité, c'est bien Oui. ça? Revenons à cette réunion dont vous nous avez parlé avec Amani Nguessan. Est-ce que vous y étiez présent? Non, je ne me suis pas rendu. Je ne me suis pas rendu parce que lorsque ça s'est passé, pour ce jour-là, nous, on avait fait une descente au domicile de Jeff Ada. Et suite à cela, il s'est rendu dans les locaux de SECOS à Cocody, où il a porté plainte. Et sur le champ, il a emmené une équipe du SECOS venue nous intercepter sur les lieux, à demander à savoir qui était le responsable de cette opération et les raisons que je me suis désigné. Et j'ai donné les raisons qui nous ont poussé à mener cette opération à son domicile. Et j'ai justifié qu'on avait touché à aucun autre des habitants de l'immeuble là où il résidait, et que c'était à lui seulement qu'on avait affaire dans le cadre de nos activités.
C'est une histoire interne propre au JPP, ça n'avait rien à voir d'une agression criminelle. Et par la suite, le ministre a convoqué directement les responsables à se rendre au ministère. En ce temps, nous sommes allés rendre compte parce qu'il y a certains des éléments qui avaient été conduits dans les locaux du SECOS et je suis allé faire libérer. Et ils sont allés rencontrer le ministre. Et qui vous a fait part de la teneur de cette réunion? C'est Boiseau qui a réuni tous les éléments qui étaient à la base et les commandants. Il y a eu une réunion avec les différents commandants qui se reconnaissaient en lui. Une réunion d'information. Je fais part de la décision qu'avaient prise Jeff et Tourézegen de se retirer de la direction du GPP, voilà, en présence du ministre. Donc, ce qui était confirmé officiellement que Bazo était le président du GPP, il n'y avait plus de dissidence. Mr. Shi? Le président, Maître Shea, je vais commenter un domaine qui ne relève pas de mon expertise, à savoir le domaine linguistique, le président, mais vous vous en sortez plutôt bien, je crois. Maître O'Shea, on entend en français le mot « rencontre », alors que M. Demirjian utilise le terme « réunion ». La connotation du mot « réunion » donne l'impression qu'il s'agit d'une réunion officielle, alors que le mot « rencontre » pourrait correspondre au simple fait d'aller dans le bureau de quelqu'un et de se parler. Cela n'a pas été transmis véritablement dans la transcription anglaise, car on retrouve le même mot, à savoir le mot « meeting » dans la version anglaise. Je pense qu'il faudrait demander à M. Demirjian de demander aux témoins de clarifier de quoi il s'agit. Le président, je ne peux pas véritablement répondre à votre analyse linguistique, et ce n'est d'ailleurs pas le lieu non plus, mais je pense que l'on pourrait demander une clarification de la part du témoin. Et il vaudrait mieux que M. Demirjian utilise les mêmes mots que le témoin et vice-versa. Je constate qu'il est 13 heures. On pourrait peut-être suspendre. M. Demirjian, j'aimerais poser encore une question avant la pause, si vous voulez bien. Le président, allez-y. Pouvez-vous nous dire quand? Vous avez dit 2009, mais c'était quand que cette réunion a eu lieu avec le ministre Amani N'Guessan? Rencontre. La rencontre, oui. 6 mètres. La rencontre, puisque comme l'a souligné, mettre une réunion, bon, une réunion peut-être ce sera officiel, mais je ne peux pas dire que c'était officiel, puisqu'on n'a pas fait cas dans la presse, ce n'était pas une décision du gouvernement de recevoir le GPP, mais c'était quelque chose de spontané, parce qu'il y avait une escalade de la violence en notre sein. Donc c'est dans ce cadre-là que le ministre a demandé à les rencontrer. C'est-à-dire que ce n'était pas une réunion, puisque ce n'était pas prévu d'avance, ce n'était pas programmé. Voilà, dans l'agenda du ministre, il dit bon, à telle date précise, je vous convoque afin d'avoir un entretien avec vous. Voilà. Et suite à certains événements, voilà, que le ministre a décidé de les rencontrer où il voit plus clair dans l'événement qui se passe. Donc c'était quand? C'était, je dis, février 2009, parce que c'est là que officiellement les tensions, les affrontements entre factions rivales du GPP ont cessé. Do you need a clarification, Your Honor? Sorry. Le président, non, ça va. Je pense que nous sommes arrivés à l'heure du déjeuner. Nous allons suspendre jusqu'à 14h30. Vous allez pouvoir déjeuner. Et nous commencerons la troisième session de la journée à 14h30. L'audience est levée.